Monsieur le Président, cher Christian Krieger, cher Xavier, Madame la Ministre, chère Sarah, je trouve que c'est une idée singulière, mais qui est tout à votre honneur, de demander à un ancien élève des Jésuites d'ouvrir un dîner protestant. C'est la preuve de votre esprit d'ouverture, la preuve que vous n'êtes pas rancunier, surtout que, pour être tout à fait honnête, j'ai beaucoup de choses à me faire pardonner par les protestants. D'abord, j'ai longtemps cru que RPR signifiait uniquement et exclusivement le nom d'un parti politique auquel j'ai d'ailleurs appartenu, avant d'apprendre sur le tard que cela voulait dire aussi religion protestante réforme. Ensuite, je suis un fervent admirateur de Louis XIV. La révocation des dits de Nantes mise à part. Et enfin, je me suis froissé, nous sommes froissés, ma femme Pauline et moi-même, avec notre belle-sœur protestante, le jour où nous avons appelé notre quatrième fils Barthélemy. Nous sommes un peu fiers de tard que cela pouvait effectivement la heurter. Mais si je réfléchis un peu plus sérieusement à ce que signifie le protestantisme aujourd'hui et un protestant pour un catholique, quels sont les qualificatifs qui me viennent spontanément à l'esprit? La rigueur, le sérieux, le bien commun, l'insoumission, la résistance, la liberté. Dans le fond, que des qualificatifs positifs, et surtout que des qualificatifs dont notre société et notre monde ont cruellement besoin aujourd'hui. Alors je voudrais vous dire du point de vue d'un catholique ce que peut apporter à mon sens le protestantisme aujourd'hui, ce que peuvent apporter les protestants au monde actuel et à notre société. Assurez-vous, je serai rapide, même si le thème pourrait être très long, parce que je souhaiterais pouvoir répondre directement aussi à vos questions. Je pense que vous pouvez d'abord apporter, je le dis comme ministre de l'économie et des finances, une vision différente de l'économie. Et je sais que tous les chefs d'entreprise de premier plan qui sont là, Xavier Moreno, bien entendu, Guillaume de Seine, Louis Schweitzer, que j'ai croisé tout à l'heure, partagent cette vision originale de l'économie. L'économie, dans nos démocraties occidentales, sature la politique. Dans le fond, la politique, très souvent, dans nos démocraties occidentales, ne se résume qu'à des choix économiques. Jusqu'à considérer même que l'économie décide des choix politiques. Bien, je crois tout l'inverse. Je pense que nous avons besoin aujourd'hui que ce soit la politique qui continue de dicter les grands choix économiques. Et je crois profondément à une économie politique. C'est-à-dire une économie qui a du sens, une économie qui n'est pas guidée uniquement par l'intérêt, une économie qui n'est pas dictée uniquement par le profit, une économie qui n'est pas dictée uniquement par le marché, mais une économie qui résulte de choix politiques au sens le plus noble du terme. Et je pense que les protestants ont quelque chose à dire sur cela et doivent continuer à se battre pour cela. Une économie politique, c'est une économie qui assume de dire haut et fort que l'objectif de l'économie n'est pas d'augmenter les inégalités, mais de les réduire. Que l'objectif de l'économie n'est pas d'avoir un tout petit nombre de personnes toujours plus riches, mais un nombre toujours plus important de personnes qui vivent décemment. Une économie politique, c'est une économie qui se bat pour la juste rémunération du travail et qui considère, c'est un des grands débats que nous avons aujourd'hui, que dans le partage de la valeur entre ce qui doit rémunérer le capital et ce qui doit rémunérer le travail, il est juste, il est nécessaire, il est bon que le travail soit justement rémunéré. L'intéressement, la participation, l'actionnariat salarié,
le dividende salarié que propose le président de la République, que le président de la République a proposé dans son programme, pourrait être d'inspiration protestante. Car c'est une façon de dire haut et fort qu'il ne peut pas y avoir d'économie sans justice. Et croyez-moi, dans une période d'inflation où tous nos compatriotes sont confrontés à l'explosion des prix du gaz, de l'électricité, des prix de l'essence, des prix du pain, des pâtes, des biens de première nécessité, de l'alimentation, ce discours-là est plus que jamais nécessaire. Et si nous avons proposé que le partage de la valeur soit un des grands thèmes de la rentrée 2023, c'est parce que nous devons avoir conscience que l'économie doit rester politique. Et que l'économie ne peut pas être guidée uniquement, je le redis, par l'intérêt. L'entreprise à mission, qu'a cité Xavier, sur laquelle Xavier Moreno s'est beaucoup investi, répond aussi à cet objectif d'une économie qui est profondément, totalement politique. L'entreprise à mission, c'est celle qui s'engage pour la lutte contre le réchauffement climatique. C'est celle qui a compris que l'exploitation sans fin des ressources de la planète est tout simplement une voie sans issue, une voie suicidaire. Et que les entreprises, qui par définition touchent le plus à la planète, parce qu'elles produisent des habits, elles produisent des biens manufacturiers, elles produisent de l'aluminium, elles produisent de l'acier, elles produisent des voitures, elles produisent des avions, ont une responsabilité particulière dans la défense du climat et dans la protection de la planète. L'entreprise à mission, le président Krieger a souligné à quel point cette question de la lutte contre le réchauffement climatique devait être au cœur de l'engagement des protestants. L'entreprise à mission, c'est tout simplement la traduction entrepreneuriale de l'économie politique. Une économie qui a du sens, une économie qui se bat pour un projet de long terme. Ce que peut apporter également le protestantisme, au-delà d'une vision de l'économie, c'est une vision de la société. Vous vous êtes prononcé fortement, Monsieur le Président, je vous en remercie, pour l'égalité femmes-hommes. Et je sais que Sarah Lahiri est profondément investie sur ce sujet. Je le suis également. Ça ne devrait plus être un combat, l'égalité femmes-hommes. Surtout dans une république comme la République française, qui a pour devise la liberté, l'égalité, la fraternité, et pour emblème une Marianne, c'est-à-dire une femme. Ça devrait être une évidence. Hélas, cela reste un combat. Un combat de tous les jours. Un combat qui doit être mené avec beaucoup de détermination. Un combat qui est souvent contré par toutes sortes de prétextes ou de faux semblants, comme lorsqu'on vient vous dire que, bien entendu, on est favorable à la parité dans les postes de direction au ministère de l'économie et des finances, mais il n'y a pas de vivier. Cette espèce de mot valise qu'on emploie à toutes les sauces pour justifier l'injustifiable, c'est-à-dire le refus de l'égalité femmes-hommes. C'est la même chose lorsqu'on m'a expliqué que c'était très bien de faire l'égalité femmes-hommes dans les conseils d'administration, mais on ne peut pas le faire dans les COMEX parce que là aussi, il n'y a pas de vivier. Nous l'avons imposé avec la proposition de loi Rixain et je pense que c'est la fierté et l'honneur de notre majorité de l'avoir porté. Et ces débats de société, les protestants doivent s'y engager. Ils le font sur l'entreprise, ils le font sur l'égalité femmes-hommes, et je me réjouis que vous le fassiez aussi sur un des débats difficiles que nous avons devant nous, et qu'il ne faut pas esquiver, qui est le débat sur la fin de vie, qui appelle les milliers de questions et assez peu de réponses, pour être tout à fait honnête. Pour tous ceux qui ont connu la fin de vie, ont accompagné des personnes en fin de vie. Ça m'est arrivé avec mon père, ça m'est arrivé plus récemment avec un ami proche. Ils savent que la fin de vie est d'abord un moment de vie intense, totalement bouleversant. Un moment où des choses se réveillent qui avaient été tues jusqu'à présent, où des émotions se manifestent qui avaient été refoulées jusqu'au plus profond de soi-même, où un besoin de réconciliation se fait sentir, où tout ce qui avait été caché comme faiblesse, comme fragilité, comme sensibilité, comme émotion, remonte à la surface et affleure à chaque instant. C'est un moment où chaque instant prend un poids, une gravité toute particulière, parce que cette fois on sait
qu'il y en aura moins après de ces instants, ou qu'il n'y en aura plus du tout. Donc je crois que les protestants, avec leur sens du bien commun, avec leur rigueur, avec l'attachement profond qu'ils ont au respect de la personne humaine, ont des choses à dire sur ce débat sur la fin de vie. Pour l'heure actuelle, pour ce qui me concerne, je dois dire que je suis convaincu de la nécessité d'offrir à chacun de nos compatriotes une fin de vie digne, décente, convaincu que les unités de soins palliatifs doivent être ouvertes à tout le monde sans difficulté, sans que ce soit un problème, sans qu'il faille avoir des connaissances ou des relations pour y avoir accès, et qu'au-delà, il faut débattre, s'interroger, respecter les positions des uns et des autres avant de parvenir à une position définitive. Enfin, la dernière vision que peut défendre le protestantisme, au-delà de la vision de l'économie et de celle des débats de société, c'est une vision de l'engagement. Et je voudrais m'adresser à tous les jeunes qui sont présents ce soir avec nous. Plus que jamais, il est indispensable de s'engager. Pourquoi ? Parce qu'il se trouve que vous êtes dans une de ces périodes de l'histoire très particulières où le temps s'accélère, l'histoire se bouscule et où il y a une place formidable à prendre pour l'engagement politique. Moi, je n'ai pas connu de période aussi passionnante d'un point de vue historique que depuis la chute du mur de Berlin en 1989, il y a maintenant plus de 30 ans. Pourquoi est-ce que c'est une période passionnante ? Parce que le monde est en train de se transformer à une vitesse vertigineuse. Et que c'est à ces moments-là que l'engagement pèse de toutes ses forces et fait la différence. Quand en 1989, le mur de Berlin s'effondre, un Helmut Kohl qui veut la réconciliation, qui veut que l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest se retrouvent, fait la différence. Un Gorbatchev qui a parfaitement compris que l'Union soviétique allait s'effondrer et disparaître, fait la différence. Un pape comme Jean-Paul II fait la différence. Des hommes et des femmes qui s'engagent à tous les niveaux, dans les associations, dans les partis politiques, dans leur entreprise, font la différence. Mais il se trouve que les grands espoirs de 1989 ont été ruinés aujourd'hui. Ces grands espoirs, c'était quoi? Quand je me reporte quelques décennies plus tôt, quand j'avais votre âge, et que nous avions le mur de Berlin qui tombait sous nos yeux, pour un grand admirateur et grand ami de l'Allemagne comme moi, c'était quelque chose de totalement impossible, incompréhensible, que tout d'un coup le mur de Berlin s'effondre, que l'Union soviétique s'effondre, que le communisme s'effondre. Et nous pensions que ça y est, c'était gagné. La démocratie allait définitivement l'emporter sur les dictatures. Ça y est, c'était fait. La paix était garantie pour les siècles et les siècles à venir en Europe. Ça y est, c'était fait. Il n'y aurait plus jamais de guerre sur notre sol. En 2022, quelques décennies plus tard, la guerre est sur le sol européen. Et au moment où je vous parle, des missiles tombent sur le sol d'un pays européen et d'un peuple ami. Nous pensions qu'il n'y aurait plus de régime autoritaire ou de dictature. Un régime comme le régime de Vladimir Poutine peut décider de violer toutes les règles internationales et envahir un pays ami et allié de la France. Et nous pensions que les démocraties allaient l'emporter, que les dictatures, les régimes autoritaires tomberaient comme des dominos les uns après les autres sous la pression des démocraties libérales. Les démocraties libérales sont minoritaires dans le monde, les régimes autoritaires sont majoritaires. Alors, face à ce panorama un peu sombre, je vois monter la résignation, le découragement, une forme de lassitude. Eh bien, je voudrais vous inviter à ressentir au fond de vous tout le contraire. Et là, pour le coup, je m'inspirerai de l'esprit protestant, un esprit de révolte, un esprit de résistance. Les démocraties sont minoritaires, raison de plus pour les défendre. Le respect des droits de l'homme est minoritaire, raison de plus pour se battre pour eux. La liberté aujourd'hui est contestée partout dans le monde, y compris par des chefs d'État qui dirigent plusieurs milliards de personnes, raison de plus pour affirmer que rien n'est plus précieux que la liberté. Et quand j'entends, comme je l'ai entendu encore récemment, le dirigeant d'une très grande puissance dire au président de la République
Ce que demandent les peuples, c'est la sécurité matérielle, la sécurité physique, la liberté, ils s'en moquent. C'est à nous de dire haut et fort que rien n'est plus précieux, avant même la sécurité matérielle, avant même la sécurité physique, que la liberté. C'est dans ces temps où le monde bascule que nous avons besoin de vous, que nous avons besoin d'un esprit de résistance, que nous avons besoin d'un esprit protestant.